Tout coûte cher en République démocratique du Congo, en commençant par des produits de première nécessité. La population perd davantage son pouvoir d'achat. Le gouvernement a pris des mesures fiscales. Nous allons en parler dans ce dossier de la rédaction. Nous parlerons aussi de l'assainissement avec les postes, les sites de fourrière déjà aménagés qui ont été visités par le numéro 1 de la police de Kinshasa. Puisqu'on parlera de l'assainissement, on parlera aussi des constructions anarchiques sur les emprises publiques. Bienvenue, mesdames, messieurs, à ce dossier de la rédaction pour parler de l'actualité de la semaine. Messieurs Alain Mukuna Mwembi, bienvenue chez nous. Merci beaucoup, madame. Alors, vous êtes haut cadre de l'UDPS, membre du corps de l'élite scientifique de ce parti. Vous êtes expert en passation des marchés publics et PPP, partenariat public-privé. Nous y reviendrons. C'est là que vous êtes directeur de marché de l'Office de route, formateur des formateurs en marché public agréé. Vous êtes ancien, justement, de la Polytechnique de l'Université de Kinshasa. Donc, vous êtes ingénieur civil de cette faculté de l'Université de Kinshasa. Vous avez suivi plusieurs formations au pays et à l'étranger. Merci de commenter avec nous l'actualité. Merci beaucoup, madame. Alors, on a pris des mesures, justement, c'est une initiative du gouvernement pour privilégier le bien-être des Congolais. C'est comme ça qu'on pouvait lire ou entendre le ministre de l'économie. Il s'agit de faciliter l'accès des Congolais aux biens de première nécessité. C'est des mesures strictement fiscales sur quelques produits. C'est ce à quoi on devrait s'attendre. Évidemment, madame, je voudrais vous remercier d'abord de m'avoir invité dans votre dossier. Je suis très heureux de pouvoir participer et de pouvoir apporter ma petite lumière pour tous ceux qui sont en train de nous suivre à partir de la maison. Vous savez bien, et ça c'est une évidence, la vie, le panier de la ménagère, comme je ne sais pas pourquoi on n'a jamais parlé du panier du ménager. Parce qu'il prépare rarement. Il prépare rarement, mais sous d'autres cieux, il prépare. Ouais. Même là, encore, on ne parle jamais de panier du ménager. J'espère qu'on va quand même... Mais au nom de la parité, au nom de la parité, on en parlera. Oui. Mais vous savez que le panier de la ménagère est en train de souffrir. Il y a une pression, une sorte d'étau qui se resserre. Il y a quelques années, au fur et à mesure que le temps passe, on sent qu'il y a une pression qui s'exerce sur le panier de la ménagère. Et le gouvernement étant responsable, parce que c'est eux, l'exécutif, ils ont pris des mesures, comme vous avez dit, des mesures fiscales pour essayer d'alléger autant que faire se peut le panier de la ménagère. Évidemment, en s'appuyant sur 9 produits qui ont été définis, 9 produits de grande consommation. Nous insistons beaucoup sur la grande consommation parce que ce sont ces produits-là qui sont le plus utilisés par les ménages. En essayant de réduire la pression sur le ménage, ça va entraîner ipso facto la réduction du coût de ces produits qui sont beaucoup consommés tant à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays. Et du coup, essayer un peu de remonter le pouvoir d'achat de la population. Et les produits sont bien connus. Il s'agit du maïs, oui, du poisson salé que nous appelons communément makayabu, de l'huile végétale, du riz importé. On ne parle pas du riz produit localement. Dieu seul sait combien encore on en produit ici. Du lait en poudre, des volailles, de la viande et du sucre. Donc, ce sont les produits qui sont le plus consommés ici à Kinshasa et en province, disons de manière générale en RDC. Voilà pourquoi le gouvernement s'est focalisé sur ces produits pour pouvoir alléger la souffrance des populations. Et ça, c'est très important à comprendre. On le fait déjà, le gouvernement le fait déjà pour les produits pétroliers. Et dans la même suite, il le fait, disons, il a pris la mesure pour les autres produits très importants. Donc, il y a comme ça, le droit des taxes sont supprimés sur certains produits, tandis que 5 autres produits ont vu la réduction de charges de 5,2% à 50%. Mais puisqu'on défiscalise, il faut puiser ailleurs. Il est bien évident, c'est tout à fait normal. Le gouvernement a plusieurs tours dans ses manches, notamment comme on le fait pour les produits pétroliers, parce qu'il est bon que nos compatriotes sachent et comprennent la charge que le gouvernement est en train de prendre sur lui-même. Ça signifie que pour 1 litre de carburant, 1 litre d'essence par exemple, que nous achetons à la pompe à 3 475, le gouvernement prend plus ou moins 2 300 francs congolais sur lui. Je peux donner un exemple pour illustrer un peu cela. Vous avez par exemple des enfants qui étudient,
le Minerval pour un enfant est fixé par exemple à 1 000 $, mais vous avez un oncle qui vient qui dit que moi je prends la charge par exemple de 400 $, vous parents vous n'aurez qu'à payer 600. Ça signifie qu'il est venu vous alléger les 400 $ de plus que vous auriez dû payer. C'est l'oncle qui le prend à charge. Du coup, les 400 $, vous pouvez les orienter ailleurs et en faire un autre usage. Et du coup, ça vous diminue un peu la charge. De temps en temps, l'oncle est à bout. Le gouvernement a des problèmes avec les pétroliers de temps en temps. Ça crée la spéculation. On est dans la panique. On est même presque dans la pénurie. Finalement, on ne sait plus qui parle de pénurie, qui n'évoque pas pénurie, mais c'est là ce couac-là, récurrent. Bon, on a parfois parlé de pénurie, mais jusque-là, en tout cas à Kinshasa, on n'a jamais connu une situation de pénurie. Il y a eu juste des fausses alertes et les gens se sont précipités à cause de ces fausses alertes. C'est pourquoi nous invitons notre population à la maturation et tous les Congolais à la maturation. Mais la population qui ne peut pas se rendre à son milieu de travail, qui ne peut pas aller à sa débrouille, parce qu'il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de moyen de transport. Non, il y en a eu, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de spéculation ici dans notre pays. C'est comme, je suivais encore aux informations, le compte-rendu du dernier Conseil des ministres. On a parlé ici à Kinshasa de nombreux cas d'enlèvement. Mais le gouvernement s'est renseigné et on a constaté que ce n'était que de la spéculation, beaucoup de faux bruits. Donc il y a beaucoup de faux bruits pour essayer un peu de rébeller la population contre le gouvernement. Mais le gouvernement, il a la responsabilité, c'est comme un parent. Il a la responsabilité de nourrir ses enfants, de les scolariser. C'est sa responsabilité. Il doit se battre par tous les moyens. Et c'est ce que le gouvernement le fait si bien. En tout cas, jusqu'alors, on sait qu'il y a quelques années, le budget était si faible, mais le gouvernement est en train de se battre, de boucher les différents trous, justement pour essayer d'élever le niveau du budget et de pouvoir élever le niveau du pouvoir d'achat de la population. Une volonté sur papier, une volonté qu'on clame à longueur de journée, mais ça va quand même de mal en pis. Qu'est-ce qui se passe? Non, de mal en pis, ça signifie quoi? Parce que nous ne sommes pas dans une situation parfaitement normale. Maintenant, on peut manger après une semaine. Ben, madame, vous ne donnez pas l'air de quelqu'un qui mange une fois à la semaine. Mais je parle du Congolais. Oui, mais on est en train de parler de Congolais, j'ai bien compris. Ce qu'il faut simplement noter, c'est quoi? C'est que le gouvernement fournit beaucoup d'efforts. Nous ne sommes pas dans une situation normale, je dirais parfaitement normale, parce que vous savez qu'il y a la guerre qu'on nous impose à l'Est. Ce n'est pas simplement une chanson, ce n'est pas une guerre sur papier, mais ça, c'est la réalité, c'est l'effectivité des choses qui sont vécues par nos populations de l'Est. Et le gouvernement étant responsable, il ne peut pas laisser les populations de l'Est être continuellement massacrées. C'est comme ça qu'on a voté la loi de programmation militaire pour essayer d'appuyer. Donc il est bon de savoir, et c'est important pour nous tous, d'éclairer la population, d'aider la population à comprendre que nous ne sommes pas dans une situation parfaitement normale, mais il y a la guerre de l'Est qui nous prend une bonne partie de l'argent. Tous nous devons serrer la ceinture jusqu'à arrêter cette guerre de l'Est. Si on l'arrête, tout l'argent qui est viré pour alimenter nos militaires, pour essayer de les équiper, pourront maintenant être aiguillés ailleurs. Donc ça, c'est une situation tout à fait normale. Il faut que nous puissions en tenir compte. C'est un peu à la maison, si vous êtes dans une situation de deuil, vous avez un deuil à la maison, vous ne vivez plus comme en temps normal. Il faut que les gens comprennent qu'il y a la guerre à l'Est qui nous prend beaucoup de moyens et le gouvernement s'efforce tant bien de résister à l'Est, de continuer à nourrir sa population, de continuer à construire les ouvrages, des routes, ainsi de suite. Donc nous sommes engagés sur plusieurs fronts, mais avec une situation tout à fait particulière, la situation de l'Est de la RDC, qui nous prend quand même beaucoup d'argent. Plus ou moins 10% du budget est orienté vers la guerre. Il y a la gratuité de l'enseignement, il y a la gratuité de la santé, couverture santé universelle. Donc on doit prendre tout ça en charge et il est bien évident que le gouvernement fait de son mieux pour répondre aux besoins de la population. Donc ça, ce n'est pas simplement une volonté sur papier, parce que la guerre n'est pas que sur papier, c'est une guerre réelle. Donc nous devons tenir compte aussi de ces réalités-là. La population en majorité comprend que nous sommes en deuil, mais la population en majorité ne s'explique pas qu'il n'y ait toujours pas réduction de train de vie des institutions. Les cortèges n'ont pas été réduits, il y a beaucoup de dépenses, il y a des dépassements budgétaires de 300-400%. Ça aussi, la population veut comprendre pourquoi. Et ça, moi, je crois que nous sommes là en train d'analyser la situation. La situation dont je viens de parler de la guerre, c'est une situation réelle. Ça, on l'a compris. Mais c'est que vous évoquez le problème de réduction du train de vie des institutions. Moi, je suis parfaitement d'accord avec la population sur ce point-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans une situation de deuil,
dans une situation, j'ai comparé, c'est juste une illustration, dans une situation, une métaphore, dans une situation de guerre, on ne peut pas comprendre que certains ou que les parents puissent se réjouir pendant cette période. Ça, c'est vraiment une préoccupation légitime et normale. Et moi, j'ai coutume de dire que le gouvernement et Madame la Première ministre, Dieu seul sait, elle a beaucoup insisté en disant que le gouvernement, lors de leur séminaire, elle a insisté en disant que les membres du gouvernement doivent être des modèles, des exemples. Et ça, c'est très important. On ne peut pas être membre du gouvernement, être chef d'un corps et ne pas prêcher par l'exemple. Ça, c'est inadmissible. Là, je suis tout à fait d'accord avec la population que le train de vie des institutions doit absolument, et de manière drastique, doit être réduit. On ne peut pas comprendre qu'un ministre puisse avoir des cortèges et des cortèges. Et vous savez que chaque véhicule consomme du carburant. Si on peut être modeste, si nous pouvons être humbles, nous savons que nous sommes dans une situation difficile, on ne peut pas comprendre, nous ne pouvons pas nous expliquer que certains membres du gouvernement puissent vivre de manière luxueuse et de manière insolente. Là, tout à fait d'accord avec vous, le gouvernement doit réduire son train de vie de manière à ce que, soit que nous soyons dans la souffrance, tous nous puissions souffrir et partager la souffrance. Et lorsque demain nous serons dans l'abondance, nous puissions aussi partager l'abondance de manière juste. Voilà, juste. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a aussi la corruption, parce qu'aujourd'hui, avec le ministre de la Justice, notamment, il y a beaucoup de dénonciations, beaucoup de prises de parole. Comment est-ce que vous analysez ça à votre niveau? Bon, la corruption existe dans notre pays et c'est devenu pratiquement systémique. Donc, partout où on passe, même s'il faut aller voir une autorité, il faut donner de l'argent. S'il faut voir madame la journaliste, partout, entrer dans un camp, il faut donner de l'argent. Entrer dans un bureau, les gardiens, les sentinelles, il faut donner. C'est devenu systémique. Tout ça, c'est corruption. Mais c'est la corruption. Donc, il y a ce qu'on appelle la petite corruption et la grande corruption. Mais toute forme de corruption doit absolument être combattue. Parce que sous d'autres cieux, quand il y a des bourses, par exemple, les gens qui sont concernés, il y a des critères qui sont établis. Ceux qui répondent aux critères, ils sont servis indistinctement sans connaître leur appartenance familiale ou ethnique. Mais dans notre pays, nous avons exagéré. Et je crois que le président de la République a été mal compris lorsqu'il parlait des rétrocommissions. Les gens ont toujours donné l'impression comme s'il encourageait ça. Non, il voulait simplement stigmatiser du fait que dans la pratique des Congolais, l'effet rétrocommission, corruption est trouvé un peu normal. Les Congolais ont commencé à trouver ça normal. Je vais donner un exemple. Quand un ministre est nommé, mais c'est toute la communauté ethnique ou familiale qui se réjouit, c'est notre tour. Mais c'est votre tour de faire quoi? Votre tour de travailler pour l'intérêt de la République ou votre tour de voler, de détourner de l'argent pour que vous aussi, vous puissiez avoir une sorte d'aisance. Et donc, du coup, toutes ces pratiques sont décourageantes. Celui qui vient d'être nommé tombe aussi dedans. Mais il tombe dans les mauvaises pratiques. Oui, parce que motivé déjà par la famille, tout le monde dit que c'est notre tour. Mais si c'est votre tour de travailler, de bosser dur pour que la République avance, pour que la République se développe, d'accord, là nous sommes d'accord. Donc la corruption est à combattre sous toutes ses formes. Et le président de la République, et vous le savez, il a mis en sellette l'IGF, il a mis en place plusieurs agences de lutte contre la corruption. Donc, il travaille justement pour qu'on puisse combattre de manière drastique, combattre la corruption et la réduire au maximum. Et nous savons que la corruption existe un peu partout dans le monde, en France, aux États-Unis. Ah oui. Mais ce n'est pas une bonne pratique. Ce n'est pas une bonne pratique. Comme il existe la passation des marchés publics où vous évoluez aussi. Mais oui, la corruption existe partout, partout, même les marchés qui sont passés. Mais vous avez appris, à un certain moment, les Américains, les Européens étaient en train de se tirailler justement autour de la passation des marchés, autour des avions Boeing, ainsi de suite. C'est ce qui vous a servi de modèle? Non, ce n'est pas un modèle. Je n'ai pas dit que c'est un modèle. C'est comme ça que je dis que la corruption est un vice. Il y a plusieurs mauvaises pratiques, notamment dans la passation de marché, parce que vous en parlez. Et il y a des sanctions qui sont prévues pour ça. Maintenant, c'est que le gouvernement doit s'appliquer à appliquer ces mesures, ces sanctions pour décourager les malfaiteurs. Donc ça, c'est très important. Les experts en la matière, qu'est-ce que vous faites? Nous, les experts, non, pas seulement tirer la sonnette d'alarme, ça ne suffit pas. Nous, en tant qu'experts, parce que vous parlez de nous, experts en passation de marché, ça signifie que nous nous efforçons de rester
droit dans nos bottes, qui sont de respecter les règles relatives à la passation des marchés publics. Et ça, c'est très important. C'est vrai qu'on ne fouille pas les produits de première nécessité parce que si on n'a pas mangé, on ne peut pas réfléchir, on ne fait pas la passation des marchés. Alors, les 9 produits dont il est question ici sont beaucoup plus des produits utilisés dans des grandes agglomérations. C'est ce qu'une opinion estime, n'est-ce pas? Bon, dans les grandes villes, ça on peut dire, parce que pour nous qui avons eu l'occasion parfois de passer dans les villages, on sait qu'il y a certains produits qui ne sont pas consommés dans les villages parce qu'eux-mêmes, ils produisent leur propre nourriture. Pendant, ils cultivent le maïs, le manioc, et parfois eux-mêmes produisent de l'huile de palme localement qui sont consommées. Donc ça signifie que pour ces populations, c'est vrai, mais les mesures qui sont les plus concernées, c'est beaucoup plus dans les grandes villes qu'il y a ce genre de problème. Et d'une certaine manière, le sucre, je crois que de plus en plus dans nos villages, on commence à les utiliser. Dans les grandes villes, il y a ce genre de problèmes. Pourtant, il y a aussi la malnutrition au Congo. Aiguë même, sévère. C'est-à-dire que dans certains coins et recoins, ils ont aussi des difficultés. Bon, il y a beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que je crois que le chef de l'État l'a même dit, nous nous sommes trop appuyés sur les minerais. Et là, ça signifie que nous sommes dépendants du coup sur le plan international. Mais nous pouvons maintenant changer de paradigme et puis essayer de diversifier notre économie, comme ce fut le cas à l'époque coloniale. Donc, il n'y avait pas que les mines, mais il y avait aussi l'agriculture. Et dans certains pays, notamment les États-Unis, parmi les premiers ministères les plus considérés, c'est le grand ministère de l'agriculture. Donc, il est important que nous, ici au Congo, nous puissions donner aussi du poids au ministère de l'Agriculture, qui ne doit pas être relégué au second ou au troisième plan. Donc le ministère de l'Agriculture, c'est le plus grand ministère. Ça signifie que si nous mettons le paquet dans l'agriculture, nous allons voir que beaucoup de produits que nous sommes en train d'importer, nous pouvons les produire localement. Le maïs, qu'est-ce qui nous empêche de produire? Nous avons 80 millions de terres arables. Donc ça signifie que localement, nous sommes capables de produire du maïs. Nous avons beaucoup de cours d'eau. Moi, je suis dans le secteur des infrastructures. Dieu seul sait combien de ponts on a besoin ici en RDC. C'est parce que la RDC est irriguée de cours d'eau, de lacs, des lacs les plus poissonneux au monde. Ça signifie que nous pouvons nous investir dans l'agriculture, dans l'élevage et dans la pêche. Et ça va permettre du coup d'économiser nos capitaux, de ne pas toujours importer. Le riz, il y a quelques années, à Bumba, on produisait beaucoup de riz. Je crois que Kinshasa, même on produit aussi le riz. Au Maniema aussi, partout à Massina. Mais tous ces terrains sont maintenant de plus en plus en train d'être vendus juste pour les maisons d'habitation. Donc, si nous investissons et que nous donnons beaucoup de moyens au ministère de l'Agriculture, Pêche, Élevage, il y a des choses que nous n'allons plus importer, que nous allons produire localement. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut de plus en plus insister. Le président l'a dit, le dire ne suffit pas, mais ce qui est plus important, c'est de le faire. Il faut vraiment se mettre résolument au travail pour ces ministères. C'est donc une question de politique nationale, parce qu'on a eu plusieurs fois des mesures même d'urgence. Parce que quand nous regardons les différents produits qui sont donnés là-bas, en tout cas, moi, je pense que tous les 9 peuvent être produits localement. Parce qu'ici, c'est vrai qu'on s'appuie sur l'importation. Oui, or, nous se mettre à l'importation ne nous aide pas en tant que pays. Non, ça ne nous aide pas. Tous les pays civilisés font l'effort de réduire les importations, d'encourager l'entrepreneuriat national. Ça signifie que nous, Congolais, et puis autre chose que je voulais ajouter, madame, c'est que nous nous appuyons trop sur le gouvernement. Nous sommes un peu comme des téléspectateurs en train de regarder madame la journaliste à la télévision, faire sur le journal ou bien le dossier du journal. Mais le plus important, il faut que tous nous puissions joindre nos mains et que nous puissions travailler. Vous vous souvenez qu'il y a un président américain qui a dit ceci, que plutôt que d'attendre à ce que le gouvernement agisse pour vous, mais qu'est-ce que vous faites pour le gouvernement? Qu'est-ce que vous faites pour votre pays? Il est temps que chaque Congolais se pose la bonne question de savoir qu'est-ce que moi je fais pour aider mon pays à avancer. C'est très important. Je peux m'investir, par exemple. On pourra vous opposer à ça des Congolais qui sont agronomes, des Congolais qui sont disposés à venir ne serait-ce qu'arroser les champs, mais il faut des structures d'encadrement. Oui, les structures, ça signifie que nous, ce n'est pas pour rien que nous avons étudié. Nous n'avons pas étudié pour qu'à la fin de nos études, nous puissions commencer à écrire « J'ai l'honneur ». Ça signifie qu'à un moment donné,
avec le concours de l'État. C'est pourquoi on dit que l'État est là simplement pour organiser la société, de sorte que chaque citoyen puisse finalement organiser ses activités économiques librement. C'est de cette manière que même sous d'autres cieux, ce n'est pas le gouvernement qui prend tout en charge. Le gouvernement peut intervenir dans les subventions, mais c'est la population qui s'organise, chacun dans le secteur qui est le sien, pour être acteur du développement et non pas spectateur du développement. Ça, c'est très important. C'est à l'État d'organiser les choses pour que les individus, les corps se mettent sur les rails. Oui. Quels instruments avons-nous, quelles capacités aurons-nous pour justement assurer l'applicabilité de ces mesures-ci? On a quel levier? Nous avons plusieurs leviers. Il y a d'abord le levier gouvernemental. Ça signifie que le gouvernement a mis en place des mesures pour réduire la pression sur les opérateurs économiques. Ça, c'est déjà un fait. Et si chaque opérateur économique est sérieux, parce que là, nous disons que nous allons combattre, ou le gouvernement va combattre, et puis cette affaire nous concerne tous, pas seulement le gouvernement, nous aussi, parce que nous devons dénoncer, parce qu'il n'y a pas que ça, les nombreuses barrières à travers nos routes nationales. C'est-à-dire que le gouvernement le sait toujours, mais à un moment, laisse faire. Oui, mais c'est quand il faut maintenant alléger qu'on enlève. Autrement... Et ça doit être durable, ça doit être permanent. Il faut pas que ça, de façon permanente. Il ne faudrait pas que ce soit des mesures spéculatives, des mesures temporaires, mais ça doit être des mesures permanentes. De sorte que celui qui produit... Moi, je sais qu'il y a beaucoup de Congolais, des Quinois particulièrement, qui consomment le maïs qui vient de l'Équateur, de Bandundu, mais c'est à cause de ces multiples barrières installées sur ces voies d'évacuation qui font que le coût augmente. Mais si on est sérieux, nous prenons des mesures et nous les appliquons. Surtout l'application, c'est ce qui est très important. Moi, je me souviens, il y a quelqu'un qui a toujours l'habitude de dire « faire, c'est mieux que de dire ». Donc, c'est là que nous attendons le gouvernement. Et non seulement le gouvernement, parce que vous savez, ce n'est pas le gouvernement qui a toujours mis en place ces barrières, c'est peut-être des gens qui prennent les initiatives, parce qu'il est militaire, il est policier, il se décide de mettre des barrières quelque part. Toutes ces barrières doivent pouvoir être enlevées, ne mettre que les barrières nécessaires reconnues par le gouvernement. C'est ça qui est le plus important. Que ferait l'administration pour suivre les inspecteurs? Au Congo, l'affichage de prix pose problème, c'est trop de spéculation, chacun fixe le prix. Selon lui, on risquerait aussi, parce que ça va être une fois qu'on prend des mesures comme ça, oui, on risquerait aussi d'assister à des rétentions de marchandises parce qu'on a dit justement aux opérateurs économiques de vider ce qu'ils ont en stock et d'attendre d'appliquer ces mesures lors des prochains stocks. Qui suivrait ça? Mais si on fait ça, ça signifie que nous-mêmes, nous sommes des citoyens véreux. De la même manière un économiste, non, ce n'est pas simplement l'économiste, mais un citoyen, c'est d'abord un patriote. Un commerçant, qu'est-ce qu'il Oui, cherche? c'est un commerçant. Il y a des règles, il n'y a rien qui se fait sans règles. Le commerçant, il y a des règles de commerce. La marge bénéficiaire est établie et il y a une législation sur la marge bénéficiaire. Donc, quelque part, nous nous plaignons. Non, qui doit appliquer? Le gouvernement dispose des outils, des moyens. Pour contraindre tout le monde, il faut qu'il le fasse. Voilà pourquoi j'ai insisté sur l'application de ces mesures. Mais il est aussi bon que nous, citoyens, nous devons être patriotes pour pouvoir rester dans les règles établies. Parce que si nous, citoyens, ne respectons pas ce qui est demandé, de la même manière, on pourra peut-être parler de la salubrité. Si nous ne participons pas, nous aussi, à la salubrité de Kinshasa, la ville sera toujours sale, quelles que soient les mesures que le gouvernement prendra. Donc, il est bon que chaque citoyen, à son niveau, qui soit réellement patriote et contribue effectivement au développement du pays, à l'application de ces mesures. Ces mesures ne peuvent être soutenues que par le gouvernement. Je donne un autre exemple. Un coach d'une équipe de football, il donne des dispositions, il donne des orientations, mais ce sont les footballeurs, les joueurs sur terrain qui vont les appliquer. S'ils décident de ne pas les appliquer, vous n'allez pas gagner le match. Mais donc après, ça suffit. Il y a le coach d'une part. Le coach a le droit de retirer un athlète. Oui, il peut retirer. Il a le droit de le garder assis. Absolument. Combien même les fans feraient leur classement. Absolument. Comme ça voilà pourquoi le président de la République, lors de la dernière interview, il a dit qu'en début d'année 2025, on va évaluer les ministres et j'espère que ce sera une évaluation sans complaisance, sans parti pris. Si quelqu'un ne mérite pas, comme vous l'avez dit, si un joueur, on sent, il peut avoir été toujours bon et que ce jour-là, il s'est levé de mauvais pied, qu'il n'est pas en mesure d'être à la hauteur de sa tâche, on le repose, on prend un autre. Nous sommes nombreux, il y a plus ou moins 100 millions de Congolais
Et ce ne sont pas les Congolais compétents qui manquent. Mais il faut des politiciens pour être au gouvernement. Non, pas nécessairement. C'est pour ça que vous vous retrouvez à l'UDPS, alors qu'en principe, vous êtes ingénieur civil. Madame Kandolo n'est pas politicienne, elle est de la société civile. Oui, une société civile assez présente, oui. Assez présente comment? Ouais, donc il y a des membres de la société civile qui sont dans le gouvernement, donc il n'y a pas que les politiques. Mais parce que vous parlez du gouvernement, est-ce que le fait de tenir des conseils de ministres en restreint ne fragilise pas l'action attendue de chacun? On sait aussi qu'il y a un éventuel remaniement. Non, mais pourquoi ça devait... Parce qu'il y a conseil des ministres et c'est là que je salue déjà le régime actuel. Dans le régime passé, les réunions de conseil de ministres s'éteignaient sporadiquement. Et personne ne savait quand est-ce que ça s'éteignait. Il y avait juste la troïka stratégique qui se réunissait et puis bon. Mais maintenant, c'est tout un gouvernement. Le pain coûtait encore 200 francs. Bah, le pain coûtait encore 200 francs. En ce moment-là, il n'y avait pas la guerre de l'Ukraine. La situation à l'échelle internationale est en train de bouger. Mais le pain qu'ils ont trouvé à 200, disons qu'ils ont laissé à 200 francs, eux, ils l'ont trouvé à combien? Il était à 50 francs. C'est pour dire que la situation se dégrade, mais nous devons faire tous les efforts, faire de notre mieux pour essayer de travailler correctement. Nous disons sur l'assainissement, c'est vous qui nous avez amenés sur ce terrain-là. OK, Kinshasa veut assainir. En tout cas, c'est ce que veut appliquer le commissaire provincial, l'agent de la police, qui a annoncé, après avoir prévenu, selon lui, les communautés. Est-ce que nous ne sommes pas en train de faire du populisme parce que ça, c'est congolais, simplement? Non, c'est que moi, je suis tout à fait d'accord. Comme vous savez, je suis ingénieur. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui applique. Nous, on appelle ça autrement les sciences appliquées. Ce ne sont pas des sciences théoriques, c'est des sciences appliquées. Il s'agit des annonces. Que nous devons. Maintenant, je veux parler, si vous voulez aller dans ce sens, je parlerai des annonces appliquées. Okay. Donc, ça signifie que quand on prend des mesures, il ne faut pas le prendre juste pour jeter la poudre aux yeux des Congolais. Moi, je souhaiterais même, évidemment, il faut qu'il y ait des annonces pour avertir les gens. Si les annonces sont faites dans le sens d'avertir juste les gens, que ceux qui sont responsables prennent leurs dispositions et évacuent tout ce qu'il y a comme anciens véhicules sur les voies publiques, l'effet d'annonce, c'est pour respecter le droit d'information de chaque population. Maintenant, si à l'issue de ces annonces... tout le monde n'est pas informé parce qu'il n'y a pas de courant, les médias n'arrivent pas partout, et puis il n'y a pas de chef des quartiers pour faire le relais, il n'y a pas... Non, les chefs de quartier existent, les bourgmestres sont là. Le problème, c'est que beaucoup de Congolais sont devenus des défaitistes. Ils regardent le gouvernement, mais nous devons nous prendre en charge, un peu comme disait Mouzé, prenez-vous en charge. Vous savez qu'ici à Kinshasa, les gens, outre les médias, mais les gens sont très forts dans le bouche à oreille. Vous savez, il suffit qu'une situation se passe ici, par exemple à Pigeon, la situation va être répandue partout. Et puis au jour d'aujourd'hui, moi je sais que presque chaque ménage a au moins un téléphone et tout le monde est connecté, soit sur WhatsApp, Facebook. En tout cas, ça c'est la situation générale. Oui, mais donc, même on si s'est on arrangé, dit que... les politiques ou la politique nationale, les politiques qui se sont succédés, se sont arrangés pour... tuer l'éducation. Ceux qui ont les téléphones cherchent quoi sur les téléphones? Ils ne cherchent pas des bonnes informations. Ils cherchent pas... C'est vous qui le dites. Ils ne cherchent pas à se cultiver forcément. C'est vous qui le dites. Non, mais ça dépend. Chacun est responsable de son téléphone. Moi, avec mon téléphone, j'en fais bon usage, je m'informe. Et beaucoup de gens s'informent. Rassurez-vous. Quand il y a, par exemple, un événement, je donne l'événement, tout ce qui s'est passé au Stade des Martyrs, par exemple, à l'occasion du concert de notre bien-aimé Mike Kalambay. L'information s'est répandue comme une traînée de poudre. C'est ça l'information. Non, mais vous dites que les gens ne sont pas, il n'y a pas de canaux d'information, mais comment tout le monde a été informé? Ça, c'est le fanatisme. Non, mais moi, parce je ne parle pas de fanatisme. Ils se partagent ces informations-là. C'est ce qui se passe. Ce sont des réseaux, des gens qui se partagent, et c'est plus facile pour moi de voir, ah tiens, l'ingénieur m'a envoyé ceci, et regardez, au moins plutôt ces que réseaux... de me dire, je me connecte pour suivre le compte-rendu du Conseil des ministres. Tout à fait d'accord. Ça signifie que ces réseaux existent. S'il n'y avait pas existence de ces réseaux, on se plaindrait. Donc, au moins, ces réseaux existent. Nous pouvons faire usage de ces réseaux pour canaliser les informations nécessaires. C'est comme ça que je vous ai dit, ici à Kinshasa, les canaux existent. Il y a des canaux officiels, des canaux informels qui existent. Quand il y a une information, tout le monde est informé. Donc, nous pouvons utiliser ces différents canaux formel et informel, et l'information va circuler. Et puis, quand ça va commencer à se passer dans une commune,
l'information va se répandre comme une traînée de poudre et tout le monde sera informé. Le plus important, c'est que je disais tout à l'heure, c'est que ce n'est pas simplement de faire des effets d'annonce, annoncer pour que la population soit informée et qu'après, prenez des mesures, appliquez-les. Si on n'applique pas les mesures, c'est comme ça que tout le monde considère que bon, le gouvernement, on a toujours parlé, on ne le fait jamais. En ce moment-là, ça devient une faiblesse pour le gouvernement. Moi, j'invite le gouvernement à annoncer des choses qui peuvent appliquer. C'est ça qui est le plus important. Si vous n'êtes pas en mesure de faire quelque chose, autant se taire. Ça ne sert à rien de faire des annonces qui ne seront... Sinon, on ne vous prendra jamais au sérieux. Donc, c'est ce que nous attendons du gouvernement. Quand on annonce des choses, il faut annoncer des choses qu'on est capable de faire et qu'on le fasse. C'est ça qui fera respecter le gouvernement. La preuve, c'est que sous d'autres cieux, quand vous y allez, vous ne jetez jamais vos bouteilles de jus n'importe où. Pourquoi? Parce que vous savez que si j'ose jeter, en tout cas, la police va m'interpeller. S'il faut qu'on puisse me mettre en garde à vue, on le fera. Donc vous avez peur, il y a une force dissuasive. Parce que si vous le faites, la police est bien présente, elle va vous interpeller. Et ça, c'est important. Il faut que les gens aient peur de la police. Malheureusement, dans notre pays, il y a une sorte de complaisance entre les policiers et la population. Il y a quand même une certaine peur. La peur, c'est que... Les gendarmes n'existent plus. Et ça, c'est dommage. Oui, parce que le gendarme est complice, non? Oui, mais il ne devrait pas l'être. Ce n'est pas ça sa mission, donc il est complaisant. Il vous dira il n'est pas bien payé. Mais vous savez, non, le problème, c'est que je crois qu'avant d'arriver à payer correctement, parce que la situation dans laquelle nous nous trouvons, et c'est là, elle est connue. Si personne ne fait l'effort de changer, nous resterons dans cette situation. Il y a eu d'autres pays, l'Inde, la Chine, qui ont connu des situations difficiles. Moi, dernièrement, au mois d'avril, j'étais en Chine. J'ai essayé un peu de me renseigner sur l'histoire de la Chine, outre ce que nous lisons dans la presse, les livres. Mais les gens vous disent que nous avions connu une situation difficile, similaire, vous savez, vers les années 60, tout ça. La Chine n'était pas meilleure que la RDC. Mais ils se sont assis, ils ont appliqué les mesures prises, ils se les sont imposées avec un minimum de discipline, un minimum d'ordre. La situation a changé. Donc, pour que la situation change, ça ne viendra pas, ça ne tombera pas du ciel. C'est vous et moi, madame, qui allons changer la situation. Donc, nous savons qu'au jour d'aujourd'hui, le traitement des policiers, de tout le monde pratiquement, est minable. C'est là que j'étais d'accord avec vous qu'il faut réduire le train de vie aussi du gouvernement. Il ne faudrait pas que la population souffre et regarde la jouissance un peu insolente des membres du gouvernement. Donc, ça signifie qu'il faut que tout le monde, nous devons partager les peines. Si les gens se rendent compte que nous partageons les mêmes peines, la même vision avec les membres du gouvernement, ils vont accompagner le gouvernement. Et c'est ça qui va amener le changement. Donc, les membres du gouvernement, comme on le dit, c'est eux, c'est la tête. Et comme on dit que c'est la tête qui commande tous les membres. Si la tête est pourrie, tout va pourrir. Mais si la tête est redressée, si la tête travaille, tous les membres vont devoir travailler. Et moi, j'en suis sûr. D'où la question du leadership. Le leadership, oui. Le leadership, parce que la question de leadership est très importante. Et je crois que peut-être qu'un jour on parlera des différentes sortes de leadership, il n'y a pas de problème. Je crois que quand vous parlez de leadership, vous n'êtes pas en train de pointer des individus. Non, peut-être des corps, parce que vous parlez de la tête. Il y a des têtes sur chaque structure, hein, forcément. Mais je voudrais aussi qu'on revienne un peu sur l'assainissement, mais maintenant en prenant les constructions anarchiques, justement, sur les emprises publiques. Le chef de l'État a même demandé à certains ministres d'identifier, de répertorier les biens publics de l'État spoliés. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, lorsqu'on fait le travail de terrain, on se rend compte, pour parler que des emprises publiques, que l'ONATRA ne peut pas travailler. On ne peut pas réorganiser le système de transport à Kinshasa, notamment parce que les emprises sont occupées. Les rails n'existent plus. C'est dans les parcelles d'autrui, parce que même l'IGF est quand même à côté du rail. L'IGF en tant qu'inspection générale et tout ça. Maintenant, on se rend compte qu'il n'y a pas que des individus qui sont dans cette anarchie, mais il y a aussi l'État. Beaucoup de postes de police sont sur les emprises publiques, des bureaux de localités. On commencera par où pour nous dire effectivement on peut les enlever et réorganiser le système de transport. Madame, avant d'y répondre, je reviens un peu là où vous avez parlé des leadership des différents corps, ainsi de suite. Je crois que Madame la Première ministre, elle avait parlé d'un gouvernement de compétences. Donc, ça signifie que quand on va évaluer la compétence de chacun. Et quand on regarde les différents membres du gouvernement, on est en train de voir que certains sont en train déjà de sortir la tête de l'eau. Ils se font remarquer
d'une manière ou d'une autre. Ça signifie qu'il y a certains qui ont pris leurs responsabilités. Je prendrai juste pour un premier modèle, même s'il dérange déjà certains. On voit que le ministre de la Justice est en train de travailler. Il est allé dans les prisons, on le voit ça et là en train de travailler. Moi, je ne pense pas qu'il soit en train de faire du populisme, mais c'est le travail qu'il doit faire parce qu'il sait qu'il doit donner un coup de massue pour que les choses commencent à changer. Et on a vu que beaucoup de prisonniers sont en train d'être libérés progressivement, ceux qui répondent évidemment aux critères. Donc ça signifie qu'il s'est pris en charge, il a pris ses responsabilités en main. C'est cela qu'on attend de chaque ministre. Chacun dans son secteur doit se prendre en charge. On voit le ministre des Infrastructures, ça et là, on lance des travaux. Donc, il est en train de se prendre en charge. Le ministre de la Santé... Même s'il y a beaucoup de biens comme ça, publics de l'État... Mais oui, c'est ça que maintenant, pour les individus se sont accaparés. Lui-même s'étonne, mais il ne peut rien. Enfin, visiblement... Non, ce n'est pas qu'il ne peut rien. Je crois que... Je parle du cas... Il y a eu un long moment... De l'hôpital de Kitambo, par exemple, le ministre était ahuri, mais après, rien n'a été fait. Non, mais ça veut dire que nous avons été dans la léthargie, la négligence, le dysfonctionnement pendant longtemps. Cette situation nous rattrape tous aujourd'hui. Mais maintenant, là, il est temps de nous lever. Je crois que vous lisez quand même un peu la Bible. Il y a un moment donné où le peuple d'Israël s'est levé pour dire « levons-nous et bâtissons ». Quand ils ont dit « levons-nous », ça signifie qu'ils étaient dans un sommeil profond, ils étaient endormis. À un moment donné, ils se réveillent. Pour nous, Congolais, c'est le temps de nous réveiller, de nous dire aussi « levons-nous et bâtissons ». Qu'est-ce que nous allons bâtir? Nous allons premièrement bâtir l'autorité de l'État. C'est la première chose fondamentale sur laquelle il faut commencer. Il faut que les gens sentent qu'on ne peut pas défier l'État. Ça, c'est important. L'État est capable d'écraser tout le monde parce qu'il a tous les dispositifs nécessaires. Quelle que soit votre puissance financière, l'État peut vous mettre à genoux. Donc, c'est comme ça que nous devons commencer d'abord par restaurer l'autorité de l'État, que tout le monde sente qu'au jour d'aujourd'hui, l'État existe. C'est comme dans une famille. S'il y a un laisser-aller, les enfants vont faire n'importe quoi. Mais quand ils savent que maman, quand elle rentre, en tout cas, elle va tirer, va vous pincer les oreilles, tout le monde se remet dans ses bottes. Donc, c'est plus important. On commence par restaurer l'autorité de l'État. Là où les gens ont violé la loi, ils ont construit là où ils ne doivent pas construire, mais c'est simple, il y a des mesures, la loi prévoit des mesures à prendre dans ces cas-là. Il faut casser. Sans état d'âme. C'est ça qui est le plus important. Nous, les Congolais, il y a beaucoup de... sans état d'âme, pourtant c'est le même État qui avait vendu à ceux-là, parce qu'eux, ils vous diront... Si la faute est à l'État, l'État doit pouvoir les exproprier s'il a fait... Si c'est l'État, nul ne peut se faire prévaloir de sa propre turpitude. Si c'est l'État qui a loti, l'État doit pouvoir dédommager ces gens-là. L'État doit pouvoir les exproprier selon les règles établies. Donc, on ne va pas faire l'arbitraire, mais il faut appliquer la loi. C'est ça, quand je dis l'autorité de l'État, ça signifie que nous sommes dans un État où il y a des lois établies qu'il faut respecter. Que ce soit pour l'État, l'État lui-même doit appliquer les lois qu'il a érigées et les citoyens doivent le faire aussi. Donc, quand on parle de l'autorité de l'État, ça signifie que tout le monde se soumet à l'État. Même les structures de l'État qui ont violé les règles établies doivent pouvoir être sanctionnées. Là où il faut dédommager, on dédommage et on avance. Ça, c'est beau à entendre. Donc, il faut casser si on veut refaire nos routes, même pour aménager l'aéroport. C'est pas pour rien que les Français disent qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Vous voulez bien faire l'omelette, il y a la coquille, il faut casser. Sinon, vous ne prendrez jamais votre omelette. Donc, à un moment donné, il faut des mesures drastiques. Il y a un prix à payer. Ces mesures, souvent, notre leader, Étienne Tshisekedi, disait, parlait des mesures impopulaires. Ça signifie que c'est des mesures que les gens ne vont pas aimer, mais ce sera des mesures pour aider la population. Ces mesures-là ne seront jamais prises pour nuire à la population, mais ce sera pour aider la population. C'est comme vous, madame, quand vous souffrez, par exemple, de malaria, de paludisme, mais il vous faut une piqûre. La piqûre fait mal. Mais ce sera pour soigner votre paludisme. Ça ne sera pas impopulaire parce qu'on est habitué au palu. Or, le palu, vous êtes habitué au palu. Mais alors pourquoi vous allez à l'hôpital? C'est congolais. Mais pourquoi vous allez à l'hôpital? Mais s'il faut amputer une partie du corps, c'est là que les gens se disent, ah non, là j'ai le choix. Parce qu'ici, vous parlez des omelettes. Non, mais je parle de paludisme. Il n'y a personne, quand il a le palu, il est paisible. Hein? Non, moi, j'en ai souffert. Mais on résisterait encore. Mais peut-être, madame, pour faire un peu de diversion, moi, je me souviens la première fois que je suis arrivé à Kinshasa, je venais du Katanga à l'époque de Lubumbashi.
Je n'avais jamais souffert de paludisme avant, parce que c'était rare. Je suis arrivé à Kinshasa au mois de novembre et déjà au mois de décembre, j'ai souffert de paludisme. Je n'oublierai jamais ce jour-là. J'en ai souffert sérieusement. Je pensais que c'était le dernier jour que j'allais passer sur Terre. J'ai commencé à penser à ma mère. Je me dis, oh, pauvre mère, elle va perdre son fils. Bon, heureusement, je me suis fait soigner. Et comme j'ai dit, la piqûre m'a aidé à me soigner. Mais le paludisme, ce n'est pas une partie de récréation, rassurez-vous. Non, donc, pas du tout. Elle tue aussi. Elle tue beaucoup d'ailleurs dans nos pays. Elle tue beaucoup. Donc on ne peut pas dire que se soigner, on est habitué au palu. Non, ce n'est pas évident. Alors Félix Tshisekedi participe au 44e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC. On a déjà vu parallèlement la ministre des Affaires étrangères, en marge justement de ses travaux, aller tirer la sonnette d'alarme par rapport à ce qui se passe dans l'Est. On se rend bien compte que c'est à chaque fois l'occasion qui fait le larron pour parler de ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Absolument. Ça sera la même démarche encore? Bon, cette démarche, nous n'allons pas l'arrêter tant que nous n'aurons pas trouvé la solution définitive. Donc, il y a plusieurs fronts. Je crois que le ministre des Médias en parle souvent et de manière brillante. Nous avons plusieurs fronts. Il y a le front, premièrement, le front militaire, parce qu'il faut freiner l'avancée de nos ennemis. Ça, c'est évident. Maintenant, on sent qu'ils n'avancent plus comme autrefois, à la manière d'un couteau dans le beurre. En dehors de ça, il y a le front diplomatique. Donc, nous devons continuer à négocier, à parler, à nous parler, parce que nous sommes des humains. Et il faut qu'à un certain moment, les humains se parlent, se comprennent vraiment comme des humains. Ce front diplomatique doit pouvoir continuer et il continuera toujours. Même tous les différents belligérants, ils trouvent toujours des canaux pour se parler, pour essayer. Si cette fois-ci, ça n'a pas marché, peut-être que la prochaine fois, ça marchera. Donc, c'est ça qui est le plus important. Moi, je le dis toujours, c'est comme quand les gens participent aux Jeux Olympiques. Vous êtes partis cette année, ça n'a pas réussi. Les 4 ans, vous revenez ainsi de suite avec toujours espoir de remporter. Donc, la diplomatie ne doit jamais s'arrêter. Chaque fois qu'il y aura une occasion, surtout avec les mécanismes mis en place par l'Union africaine, les Nations unies, nous allons continuer toujours à les exploiter avec espoir qu'un jour ou un autre, notre ennemi comprendra que ça ne sert à rien de continuer à faire la guerre à la RDC. Donc nous avançons sur tous les fronts. Autant de fois que ce sera nécessaire, on va continuer à se parler, mais sans pour autant oublier les autres fronts. Parce que le front militaire, c'est un front très important. Voilà pourquoi il y a la loi de programmation militaire. C'était pour mettre suffisamment de moyens à notre armée pour que l'armée puisse résister. Et l'armée résiste suffisamment bien. Parfois, les gens ne prennent pas ça au sérieux. Vous savez, si l'armée n'était pas là aujourd'hui, peut-être que les adversaires ou les ennemis seraient arrivés à Kinshasa. S'ils n'arrivent pas à Kinshasa, ni même à Goma, c'est parce que l'armée est en train de tenir sur le front militaire. Il y a aussi le front médiatique qu'il ne faut pas minimiser. Je remarque parfois il y a certains Congolais qui prennent ça à la légère, ils se mettent à relayer les informations des adversaires. C'est vraiment très regrettable. Donc, sur le plan médiatique, vous et nous, quand nous avons l'occasion de passer sur certains plateaux, nous devons défendre notre patrie. Nous n'en avons pas deux. En tout cas, moi, je n'ai pas deux patries. Demain, si ça barde, je ne saurais où aller, où fuir. Je resterai absolument au Congo. Voilà pourquoi moi, je plaide, je me bats pour ma patrie et je suis prêt à donner le sang pour défendre ma patrie. Je n'en ai pas deux. Comment ça se passe à l'Union pour la démocratie et le progrès social? Je savais qu'on allait terminer. Bon, il y a la vitalité démocratique, un peu comme le président de la République l'a dit. Mais en réalité, ce qu'on peut dire, c'est que tout le monde le sait aujourd'hui, c'est qu'il y a deux camps qui sont en train de s'affronter, ce qui n'est pas une très bonne chose pour un parti qui est au pouvoir, pour un parti qui a lutté pendant 37 ans d'opposition. Donc, nous devrions être les modèles. Voilà pourquoi je suis en train d'inviter modestement tous les responsables des camps à pouvoir se retrouver. Nous venions de parler de la diplomatie. Il faut que nous puissions prêcher par une diplomatie aussi agissante au sein du parti, de sorte que nous puissions finalement enterrer notre hache de guerre et pouvoir avancer. La République a encore beaucoup de choses qu'elle attend de nous plutôt que de voir ce type de spectacle qui ne nous honore pas. C'est tout ce que je peux dire à ce stade. Et comme j'ai l'habitude de dire, les affaires internes, on ne devrait pas les placer sur la place publique. Vous faites Jésus qui calmerait la tempête? Absolument. Parce qu'il y a des affaires internes, effectivement. Oui, mais il y a des affaires internes. Moi, je vous dis que je suis de l'UDP, je sais qu'il y a des affaires internes, je le sais.
Mais ces affaires internes, vous dites bien les affaires internes. C'est comme vous, madame, quand vous circulez... Mais c'est le parti au pouvoir. Permettez. Comment on fait pour soutenir le fils du Sphinx? Permettez, je voudrais revenir là-dessus. Vous savez que vous aussi, vous avez des parties internes. Le cœur, les poumons, les intestins. Mais ces intestins ne sont pas visibles. C'est comme ça que nous devons considérer ces affaires internes doivent rester en interne. Quand il y a des choses qui ne peuvent pas passer, on sent que ça ne va pas à l'interne. Oui, ben c'est ça. Donc, si ce qui est interne doit rester à l'interne, il faut les traiter comme ça plutôt que de les amener sur la place publique. Dès que les intestins commencent à sortir, quand quelqu'un a quelque chose qui ne va pas, qui commence à sortir, très rapidement, il va voir le médecin pour trouver la solution. Et je crois que c'est ce qui est en train de se faire en interne. On est en train de chercher des solutions et je crois que très rapidement, on va devoir résoudre la question et il y aura accalmie, certainement. Ça c'est le bon parti de l'Union pour la démocratie. Sans que ça bouillonne, on va terminer par le progrès social. L'UDPS continue à croire au progrès social? Absolument. Elle fait quoi depuis? Mais il y a plusieurs... Parce qu'apparemment, le peuple d'abord, on a oublié. C'est au frigo? Non, le peuple d'abord ne peut pas être oublié. Parce que moi, quand on parle du peuple d'abord, je crois que j'ai un devoir de mémoire. Je me souviens toujours de ce panneau que je voyais sur l'avenue Bypass, quand on venait soit de Salongo, pareil, vous allez vers Rond-Point Gaba, avec le leader Maximum en 2011 lors de la campagne des présidentielles. Là, quand j'avais découvert sa mention, le peuple d'abord, ça vient de lui. Et nous sommes obligés d'appliquer, ça vient de notre mentor. Pour l'honorer, nous avons l'obligation morale d'y aller. C'est pourquoi il y a la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, c'est pour appuyer les ménages qui n'étaient pas en mesure d'envoyer les enfants à l'école. Ça fait partie du peuple d'abord. Quand on parle de la campagne couverture santé universelle, c'est aussi le peuple d'abord. Il faut accélérer. Pour aider. Accélérer, oui. Vous savez, accélérer, comme on a toujours dit que le plus important, ce n'est pas toujours la vitesse, mais c'est d'être déjà dans la bonne direction. Si on est déjà dans la bonne direction, on peut y aller à la manière. Il y a plusieurs types d'animaux. On a aussi les tortues qui ont leur cadence. Ne demandez pas à la tortue de courir comme le guépard. Mais sans salaire on ne participera pas à la couverture santé universelle. Non, mais parce que, est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui ont accouché, effectivement, ouais. Et il y a, je crois, une semaine encore, je parlais avec un médecin d'un hôpital de la place qui m'a dit effectivement, chez nous, nous appliquons la couverture santé universelle. Les femmes viennent accoucher gratuitement. Elles sont tout comme il y a encore des couacs dans certains coins, ce qui peut être normal. Les couacs ne manquent pas, madame. Les couacs ne manquent jamais. Vous savez que c'est un combat. Un combat, ce n'est pas un boulevard qui est ouvert où vous roulez simplement comme ça. C'est un combat. Il faut trouver les moyens. Pour trouver les moyens, l'État doit pouvoir boucher les trous ça et là pour pouvoir permettre d'avoir de l'eau. C'est parfois la situation un peu comme notre situation de la régie des eaux. Vous produisez de l'eau dans votre usine de traitement d'eau et puis il faut acheminer cette eau auprès des abonnés. Si la canalisation n'est pas bonne, ça signifie qu'il y a de l'eau qui va couler le long du chemin. Donc il faut commencer par boucher tous ces différents trous pour permettre d'acheminer l'eau chez le client. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons trouvé beaucoup de trous, beaucoup de vers dans le fruit que nous sommes en train d'extirper un à un pour pouvoir, à un moment donné, être plus à l'aise. Et moi, je crois en l'avenir de ce Congo. Et cet avenir, comme disait Patrice Emery Lumumba, l'avenir du Congo est beau. Et moi, je crois fermement, en dépit de toutes les difficultés que nous rencontrons. L'avenir est beau, l'avenir c'est maintenant. Alain Moukouna Mwembi, merci. Merci beaucoup, madame. J'espère pouvoir revenir une autre fois. À très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, messieurs, c'est la fin de ce dossier de la rédaction. Au revoir.